Novembre 1939, le ministère de la guerre britannique approuva une nouvelle conception de baïonnette pour le fusil numéro 4. Elle n'atteindrait les mains des soldats en grand nombre qu'en 1941, mais lorsque ce fut le cas, la réaction fut une incrédulité universelle. Là où l'Allemagne distribuait de véritables couteaux de combat et où l'Amérique commençait la guerre avec de longues baïonnettes sabres, la Grande-Bretagne remettait à ses soldats une tige d'acier rudimentaire. Pas de tranchant, pas de pointe avec laquelle on pouvait tailler, rien d'autre que 20 cm d'une pointe ronde qui ne pouvait pas couper le pain, ne pouvait pas ouvrir une boîte de conserve, presque inutile comme outil de campagne. Les soldats y jetèrent un coup d'œil et l'appelèrent le pic-cochon. Ils voulaient que ce soit une insulte. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que les ingénieurs britanniques avaient délibérément construit une arme ancienne pour une guerre moderne. Et lorsque les munitions vinrent à manquer à travers les théâtres méditerranéens et nord-africains, l'acier froid prouverait que la psychologie de la baïonnette comptait plus que sa forme. La décision d'armer les soldats britanniques avec ce qui ressemblait à une arme médiévale nécessite de comprendre le problème auquel la Grande-Bretagne était confrontée en 1939. Le pays se préparait à une guerre totale contre l'Allemagne. Et les chiffres ne fonctionnaient tout simplement pas. La Royal Small Arms Factory pouvait produire des fusils. Elle pouvait fabriquer des mitrailleuses. Ce qu'elle ne pouvait pas faire, c'était forger simultanément des millions de baïonnettes sabres modèle 1907 qui avaient servi lors de la Grande Guerre. Ces baïonnettes comportaient des lames de 43 cm nécessitant des artisans qualifiés, des équipements spécialisés et une capacité de fabrication qui n'existait plus. Chaque arsenal fonctionnait déjà à pleine capacité. Chaque outilleur qualifié était nécessaire ailleurs. Quelque chose devait céder. L'ampleur du problème devient claire quand on examine ce qu'exigeait la production moderne de baïonnettes. Une véritable baïonnette couteau nécessitait le forgeage, le meulage, le traitement thermique et une finition soignée. La lame devait garder son tranchant. Le manche nécessitait un ajustement. Le mécanisme de verrouillage exigeait un usinage de précision. Chaque étape nécessitait des ouvriers qualifiés et des machines spécialisées. L'Allemagne pouvait gérer cela parce que sa base industrielle n'avait pas été perturbée. L'Amérique pouvait le gérer parce que ses usines n'étaient pas sous la menace de bombardement. La Grande-Bretagne faisait face à une réalité entièrement différente. Le modèle 1907 avait été une arme magnifique en son temps. Avec sa lame de 43 cm et sa longueur totale de 56 cm, elle donnait aux soldats britanniques 157 cm d'allonge combinée lorsqu'elle était montée sur son fusil. Les officiers d'état-major avaient insisté sur cette longueur après que le canon du short magazine Lee Enfield eût été réduit, craignant que les troupes britanniques ne perdent les duels à la baïonnette contre l'infanterie française et allemande dotée d'armes plus longues. La solution fut une conception japonaise modifiée qui étendait la portée au prix du poids. Près de 5 millions de ces baïonnettes sabres servirent dans les tranchées du front occidental. Mais la Grande Guerre enseigna une leçon brutale sur le combat à la baïonnette. Dans la plupart des ventilations médicales en temps de guerre, les blessures à la baïonnette représentaient une infime fraction des pertes, souvent bien en dessous de 1%, et parfois même pas comptabilisées séparément. L'arme à laquelle les manuels d'entraînement consacraient d'innombrables heures, l'arme qui transformait les recrues civiles en soldats par des exercices agressifs, était à peine enregistrée dans les statistiques de pertes. Les blessures par baïonnette étaient si rares qu'elles étaient fréquemment regroupées dans les pertes diverses aux côtés des chutes et des dysfonctionnements d'équipement. La longue baïonnette sabre sur laquelle les officiers avaient insisté s'avéra trop encombrante dans les quartiers exigus de la guerre des tranchées. Les soldats préféraient les armes plus courtes, les outils de tranchée, les gourdins improvisés, tout ce qui leur donnait de la manœuvrabilité dans les espaces confinés. Les statistiques ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Ce que les chiffres ne pouvaient pas capturer, c'était la transformation psychologique que l'entraînement à la baïonnette produisait. Les recrues qui n'avaient jamais fait de mal à une autre personne apprenaient à enfoncer l'acier dans des mannequins de paille tout en hurlant. Des employés de bureau aux manières douces devenaient des combattants agressifs grâce à des exercices répétitifs. La baïonnette n'était pas principalement un outil de mise à mort. C'était un dispositif de conditionnement psychologique qui préparait les hommes à la réalité du combat rapproché. Cette perspicacité façonnerait tout ce qui suivrait. La recherche d'un remplacement commença immédiatement après l'armistice. 20 ans d'essais et d'évaluations suivirent. Les concepteurs britanniques testèrent des baïonnettes pliantes, des types de couteaux et diverses configurations de lames cruciformes. Ils étudièrent les baïonnettes à douille suisse avec leur simplicité élégante. Ils consultèrent des ingénieurs de fabrication sur les coûts de production et l'évolutivité. En 1939, la conclusion était claire. La Grande-Bretagne adopterait une baïonnette de type à pointe qui donnerait la priorité à une chose par-dessus tout. Pas l'efficacité au combat, pas la préférence des soldats, la simplicité de fabrication. Le génie de la baïonnette à pointe numéro 4 ne résidait pas dans ce qu'elle pouvait faire, mais dans qui pouvait la fabriquer.
Le premier contrat de production alla à Singer Manufacturing Company de Clydebank, en Écosse, une entreprise qui produisait normalement des machines à coudre. Singer n'avait jamais fabriqué d'armes auparavant. Il n'avait pas besoin de l'avoir fait. La conception de la pointe était si simple que les entreprises de machines textiles pouvaient la produire. Prince Smith & Stells, fabricant de machines à laine, reçurent des contrats. Howard & Bollow, spécialistes de l'équipement de filature de coton, commencèrent à forger des baïonnettes. Sur un site bombardé dans le sud de Londres, une entreprise appelée Lewisham Engineering fut fondée dans le seul but de fabriquer ces pointes d'acier rudimentaires. L'arme elle-même mesurait 253 mm au total, environ 25 cm, avec une pointe de 20 cm pesant environ 220 grammes. C'est la moitié du poids du modèle 1907 qu'elle remplaçait. L'anneau de bouche s'adaptait sur le canon saillant du fusil Lee Enfield numéro 4 et un verrou à ressort verrouillait la baïonnette en place. 4 variantes furent produites, chacune plus rudimentaire et moins chère que la précédente. Le M-Kun comportait une pointe cruciforme magnifiquement usinée avec 4 cannelures sur toute sa longueur. La production atteignit 75 000 unités avant que les pressions sur les coups n'exigent une simplification. Le MK2 élimina complètement le fraisage coûteux, remplaçant la lame cruciforme par une simple pointe ronde. Plus de 3 millions d'entre elles sortirent des chaînes de production. Le MK2 Star séparait la lame et la douille en 2 parties qui étaient soudées ensemble, créant un joint en escalier visible là où les pièces se rencontraient. 4 millions supplémentaires furent produites de cette façon. Enfin, le Mark III abandonna complètement le forgeage. Joseph Lucas Limited, une entreprise de composants automobiles, estampa ses baïonnettes à partir de 7 pièces de tôle d'acier soudées ensemble, sans aucune tentative de lisser les joints. Une peinture noire couvrait la finition rudimentaire. La production atteignit 196 000 unités. La pointe était conçue pour être drastiquement moins chère que n'importe quelle baïonnette à lame. Lorsque les usines britanniques fonctionnaient à pleine capacité, la production se déplaçait à l'étranger. Long Branch au Canada produisit 910 000 unités. Savage Arms en Amérique en fabriqua 25 millions dans le cadre du pré-bail. Cette répartition géographique à travers plusieurs pays protégeait l'approvisionnement en baïonnettes contre les perturbations. À la fin de la guerre, près de 5 millions de baïonnettes à pointe numéro 4 avaient été produites dans 3 pays. Chacune d'entre elles avait la même apparence. Chacune d'entre elles fonctionnait de manière identique. Cette uniformité était tout le but. Quand votre base de fabrication inclut des usines de machines à coudre et des entreprises de filature de coton, vous ne concevez pas pour l'excellence, vous concevez pour la cohérence. Maintenant, avant de voir ce qui s'est passé quand cette arme primitive a rencontré l'ennemi, si vous trouvez cela intéressant, pensez à vous abonner. Nous construisons quelque chose ici pour les personnes qui se soucient vraiment des détails techniques derrière l'histoire militaire britannique. Cela prend une seconde et aide la chaîne à se développer. Maintenant, entrons dans le bilan de combat. La dimension psychologique de la baïonnette comptait plus que ses caractéristiques physiques. Le colonel Ronald Campbell, instructeur à l'école britannique d'entraînement physique et de baïonnette, l'a déclaré clairement. Il a dit que même en 1914, la baïonnette était obsolète. Le nombre d'hommes réellement tués par la baïonnette sur le front occidental était très faible. Mais il a ajouté que c'était superbe comme stimulant moral. Mettez la baïonnette entre les mains de troupes désespérées et vous pouvez en faire des tigres en quelques heures. Les manuels d'entraînement britanniques codifièrent cette approche. L'accent n'était pas mis sur l'enseignement de techniques de combat sophistiquées. C'était de conditionner l'agressivité. Les recrues apprenaient à charger en hurlant, à frapper brutalement, à ne jamais hésiter. Le manuel d'infanterie de 1944 était explicite. L'entraînement à la baïonnette développe les qualités offensives d'esprit combatif, de détermination et d'agressivité impitoyable. C'était la vérité. Les batailles réelles confirmèrent ce que l'entraînement promettait. La Crète en mai 1940 et en fournit le test définitif. Les parachutistes allemands envahirent l'île avec une supériorité aérienne écrasante. Les défenseurs britanniques et néo-zélandais, à court de munitions et submergés, lancèrent des charges à la baïonnette à plusieurs reprises. Le capitaine Graham, commandant le bataillon composé, décrivit une attaque au petit matin. « Nous avons avancé avec nos baïonnettes et avons chassé l'ennemi de ses positions. » Les Allemands se retirèrent face à l'acier froid malgré leur supériorité numérique et leur soutien aérien. L'évasion de Minca-Caïm en juin 1942 prouva que le schéma se confirmait en Afrique du Nord. La 2e division néo-zélandaise se retrouva encerclée par l'Africa Corse de Rommel. Les munitions étaient presque épuisées. La seule issue était à travers les lignes allemandes et les seules armes qui restaient étaient les baïonnettes fixées. Le lieutenant Kippenberger décrivit comment ils passèrent droit à travers les groupes de tranchées de Jerry.
Ceux qui n'ont pas été liquidés ont été laissés pour le reste du bataillon qui maintenant suivait avec le rugissement maori habituel et le cri de guerre. Les actions du capitaine Charles Upham pendant cette évasion contribuèrent à sa deuxième croix de Victoria, faisant de lui l'une des 3 seules personnes de l'histoire à recevoir cet honneur 2 fois. À elle à la main plus tard cette année-là, plusieurs croix de Victoria récompensèrent des actions à la baïonnette. Le soldat Stanley Gurney chargea successivement 3 positions de mitrailleuses, tuant les servants avec la baïonnette et des grenades avant d'être tué lui-même. Le soldat Percy Gratwick remporta sa croix de Victoria à titre posthume pour avoir chargé un point fort ennemi avec des grenades et la baïonnette. Ce n'étaient pas des armes de cérémonie prenant la poussière dans des fourreaux. C'étaient des outils de dernier recours qui sauvaient des vies quand tout le reste échouait. La comparaison avec les équivalents ennemis et alliés révèle le choix unique de la Grande-Bretagne. L'Allemagne équipa ses soldats du S-84 sur 98 une baïonnette couteau de 25 cm avec des poignées pratiques qui pouvaient servir de couteau de combat autonome. Les fabricants allemands comprenaient Dürrkop, fabricant de véhicules à moteur, et Mundlos, une autre entreprise de machines à coudre. Même en dispersant la production à travers des usines civiles, l'Allemagne maintenait la conception de lames de couteau. Le raisonnement était clair. Les soldats allemands s'attendaient à une baïonnette qui fonctionnait comme un outil. Les troupes américaines commencèrent la guerre avec la longue baïonnette 1905, puis passèrent à des modèles plus courts, mieux adaptés au combat moderne. Environ 1 million de longues baïonnettes furent rappelées et raccourcies. Crucialement, le style de lame de couteau fut maintenu tout au long. Les soldats américains conservèrent la fonction utilitaire même si la longueur totale fut réduite. Les 2 nations comprirent que les soldats avaient besoin de leurs baïonnettes pour des tâches au-delà du combat. La Grande-Bretagne n'était pas seule à choisir des conceptions à pointe. Le fusil Mass, 3-6 Français utilisaient également une baïonnette à pointe stockée sous le canon et l'Union soviétique déployait des pointes cruciformes sur leur fusil Mosin-Nagant. Le 1891 sur 30 soviétique comportait une pointe cruciforme de 43 cm, le parallèle le plus proche de l'approche britannique. La doctrine soviétique exigeait que les baïonnettes restent fixées en tout temps pendant le combat. Les fusils étaient réglés avec les baïonnettes attachées. La carabine M44 intégrait une pointe pliante attachée en permanence qui ne pouvait pas être retirée du tout. Dans la pensée soviétique, la baïonnette n'était pas un accessoire. C'était une partie du système d'armes. La baïonnette allemande pouvait ouvrir les rations, elle pouvait couper du fil, elle pouvait tailler du bois et effectuer 100 tâches de terrain dont les soldats avaient besoin quotidiennement. La pointe britannique ne pouvait rien faire de tout cela. Les troupes se plaignaient amèrement que la tâche la plus importante de leur baïonnette pendant le déploiement était d'ouvrir les boîtes de rations, et le pic-cochon ne pouvait même pas gérer cela. La description d'un collectionneur captura le sentiment parfaitement, appelant le numéro 4 guère plus qu'une lame de tournevis soudée sur un manchon. Pourtant, les photographies racontent une histoire intéressante. Contrairement aux soldats américains ou allemands, qui apparaissent rarement avec des baïonnettes fixées dans les images de guerre, les troupes britanniques sont presque toujours photographiées avec leurs pointes montées. La doctrine l'exigeait. L'effet psychologique à la fois sur le soldat portant l'arme et sur l'ennemi y faisant face l'emportait sur les préoccupations pratiques concernant l'utilité. Un mythe persistant prétend que la Convention de Genève a interdit les baïonnettes à pointe ou triangulaires parce que les blessures qu'elles créaient ne pouvaient pas être suturées. C'est faux. Aucune telle interdiction n'existe dans aucun droit humanitaire international. Les conventions de Genève de 1949 ne mentionnent pas les baïonnettes triangulaires ou à pointe. Certains bords dentelés ont suscité la controverse et des allégations de blessures illégales, mais les conceptions à pointe n'ont jamais été restreintes. La baïonnette à pointe britannique numéro 4 resta en service jusque dans les années 1960, ce qui aurait été impossible si elle avait été interdite internationalement. Les affirmations médicales sont partiellement vraies, mais exagérées. Les blessures triangulaires présentent effectivement des défis pour la suture parce que les techniques traditionnelles reposent sur des bords nets et réguliers. Les archives historiques confirment que les lames cruciformes créaient des blessures difficiles à fermer. Mais difficile ne signifie pas impossible. Les dossiers médicaux de la guerre de sécession documentent le traitement réussi de blessures à la baïonnette. Une étude médicale chinoise de 2018 a établi des techniques de suture tridimensionnelles efficaces pour les blessures triangulaires. Les blessures à la baïonnette comportaient un risque d'infection plus élevé en raison de la pénétration profonde, mais l'arme n'était pas conçue pour créer des blessures non traitables. La guerre se termina et la Grande-Bretagne commença immédiatement à travailler sur un remplacement. La baïonnette couteau numéro 9 marque un combiné une lame appropriée avec le montage à douille du numéro 4, admettant essentiellement que la pointe avait été un expédient de guerre plutôt qu'une solution préférée. Plus de 566 000 baïonnettes numéro 9 furent produites en 1956.
L'établissement militaire savait que les soldats détestaient le picochon. Comme un chercheur l'a noté, il ne pouvait pas se débarrasser de la pointe numéro 4 assez vite. Pourtant, l'arme servit bien plus longtemps que son impopularité ne le suggérait. Le Lee Enfield ne fut officiellement remplacé qu'en 1957, et les fusils numéro 4 persistèrent dans les stocks des forces de cadets jusqu'au milieu des années 1980. Le 42 une variante de tireur d'élite utilisant la plateforme numéro 4, servit jusque dans les années 1990. Pendant des décennies après la guerre, les soldats britanniques s'entraînèrent avec la pointe que leur grand-père avait portée à aile à la main. La baïonnette à pointe numéro 4 représentait un calcul brutal. La Grande-Bretagne avait besoin de millions de baïonnettes. Les baïonnettes couteaux appropriées nécessitaient une main-d'œuvre qualifiée et des équipements spécialisés qui n'existaient pas en quantité suffisante. La pointe pouvait être fabriquée par des usines de machines à coudre, par des entreprises de machines textiles, par quiconque ayant une capacité de travail des métaux de base. Les soldats se plaindraient de perdre leur outil utilitaire. Les officiers noteraient la portée réduite par rapport au modèle 1907. Rien de tout cela n'importait parce que le véritable objectif de l'arme était psychologique. Et la psychologie ne nécessitait pas de tranchant. Le calcul était simple. Un soldat sans baïonnette n'était qu'un fusilier. Un soldat avec une baïonnette, même une pointe rudimentaire qui ne pouvait pas couper le beurre, était quelque chose de plus. Il était une menace à toute portée. Il avait une arme qui fonctionnait quand les munitions venaient à manquer. Il portait un morceau d'acier qui le reliait à des siècles de tradition militaire. La pointe n'avait pas besoin d'être parfaite. Elle devait exister en nombre suffisant pour équiper chaque fusilier de l'armée britannique et de ses alliés du Commonwealth. Quand les munitions vinrent à manquer en Crète, quand l'Africa Corps encercla la division néo-zélandaise à Minca-Caïm, quand le soldat Gurney chargea 3 positions de mitrailleuses à El Alamein, l'acier froid fonctionna exactement comme la psychologie militaire l'avait prédit. Les baïonnettes fixées transformèrent des hommes désespérés en force d'attaque. Elles firent fuir les ennemis plutôt que d'affronter la lame. Ces actions prouvèrent que dans le chaos du combat rapproché, la terreur ancienne des armes blanches l'emportait sur tout calcul rationnel concernant la puissance de feu et la guerre moderne. La forme spécifique de la baïonnette comptait bien moins que sa présence. Les soldats allemands faisant face aux charges à la baïonnette britannique ne calculaient pas le coût de fabrication de l'arme qui venait vers eux. Ils voyaient la mort à portée de bras, tenus par des hommes qui n'avaient plus rien à perdre. Cette peur était le but. La pointe rudimentaire que les soldats moquaient fonctionnait parce que le combat à la baïonnette n'a jamais vraiment concerné la baïonnette. C'était une question de psychologie. Et la psychologie ne nécessitait pas de tranchant. L'ingénierie britannique résolvit le problème de la baïonnette non pas en construisant une meilleure arme, mais en construisant la bonne arme pour la réalité industrielle de la guerre totale. 5 millions de pics-cochons armèrent la force qui libéra l'Europe. Les soldats qui les portaient détestaient la conception. Les Allemands qui y faisaient face la craignaient. C'était le but depuis le début.